Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et j'ai beaucoup trop de lectures à vous présenter. Il va y avoir un manga donc ça va aller quand même assez vite et je vais quand même vous parler très rapidement d'une lecture que j'ai abandonnée. Mais sinon, 4 lectures c'est quand même du taf donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, je l'ai faite début mai et je pense que quand vous voyez cette update lecture, on est fin juin, voire même début juillet. Donc autant dire que voilà, ça fait un petit moment que moi je l'ai lu quand vous voyez cette vidéo et pour ma part, ça fait peut-être un mois, un bon mois que je l'ai faite. Bref, il s'agit du tome 2 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, donc c'est Défendre l'aube et c'est aux éditions Rajo, je crois. Peut-être que je vous dis totalement n'importe quoi, mais il me semble que c'est les éditions Rajo. Moi je l'ai lu sur ma liseuse. Pour vous faire un résumé du tome 1, on se retrouve dans un univers de fantasy, mais fantasy sans magie, sans créatures fantastiques. On est vraiment juste sur un univers de la fantasy médiévale, on pourrait dire quasiment. On a un univers qui est touché par une fièvre et pour pouvoir combattre cette fièvre, il va falloir prendre un élixir tous les jours et bien évidemment, la zone riche peut avoir de l'élixir facilement alors que les pauvres galèrent à s'en procurer, bien évidemment. Donc on va suivre Tessa et West qui viennent du district populaire, alors je me souviens plus le district des pauvres en fait. Ils vont escalader la barrière vers le secteur royal pour voler la fleur de lune, parce qu'il me semble que c'est la fleur de lune. Je vous fais vraiment un résumé très pas travaillé, hein, clairement. Et Tessa qui est fille d'apothicaire va préparer de l'élixir et après, ils partent en tournée la nuit dans le secteur des pauvres pour distribuer gratuitement l'élixir. Sauf que un jour, West va se faire choper en fait par la garde royale et se faire exécuter. Tessa, elle va décider de monter au palais. On sait pas trop pourquoi, enfin en tout cas elle sait pas trop pourquoi, si c'est pour essayer de tuer le roi ou essayer de dire que elle a une solution pour avoir un élixir qui fonctionne sans trop utiliser de fleurs de lune, en tout cas beaucoup moins que ce qui est préconisé. Et voilà, donc globalement elle va se faire choper bien évidemment et va commencer l'histoire de Défier la nuit. Enfin, il va commencer, plus ou moins. J'avais aimé le tome 1, j'avais eu du mal au début parce que je trouvais que c'était trop facile, que c'était un peu invraisemblable, qu'il y avait des situations qui n'étaient pas très crédibles et finalement j'ai décidé de passer au-dessus et de continuer ma lecture et j'avais beaucoup aimé la fin du tome 1 et j'avais bien évidemment envie de découvrir le tome 2. Et là, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose au niveau du tome 2 puisque le début, j'ai trouvé que c'était un peu alors on va pas dire long à se mettre en place, mais je trouvais que les situations, elles étaient un peu invraisemblables. Dans le sens où on va voir le roi, on va voir le prince Korik, qui est la justice du roi, à des sessions au château avec les conseillers, enfin avec les consuls d'ailleurs, avec le chef des rebelles, parce que du coup il y a quelque chose qui se met en place avec la rébellion du secteur populaire. Et je sais pas, je trouvais que c'était un peu... on est le roi en fait, et quand on est le roi, on a du pouvoir. Même si on est un roi jeune, normalement on a du pouvoir. Et je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu pas trop crédible en fait. Ce que j'appréciais énormément, c'est qu'il y avait un nouveau bienfaiteur, alors qui se fait pas appeler le bienfaiteur, je sais plus, bref, il se fait surnommer Renard, qui va venir dans le secteur populaire. Lui, il va pas distribuer de l'élixir, il va distribuer de l'argent aux pauvres en fait. Et j'ai trouvé ça cool de voir un nouveau personnage qu'on sait venir du secteur royal. Très rapidement, je crois au premier chapitre, avec son point de vue à lui, on sait qui c'est. Franchement, on sait qui c'est. Mais j'ai trouvé tous les chapitres avec ce personnage-là super cool. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'était vraiment très cool. J'ai trouvé du coup l'alternance avec le point de vue du roi, où là on voit vraiment beaucoup, enfin beaucoup.
On s'entend sur beaucoup, mais on voit quand même beaucoup plus le point de vue du roi. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. Et ça permet aussi d'avoir ce qui se passe dans ce royaume-là, puisque Korik et Tessa vont partir du coup sur un navire pour aller dans une autre contrée. J'ai trouvé le côté navigation très sympathique, alors que souvent le côté navigation ne me plaît pas. Enfin, c'est vraiment qui tout double en fait. Là, j'ai trouvé le côté navigation très très cool. J'ai trouvé que l'équipage, que le capitaine, tout ça, c'était vraiment très chouette. Mais c'est vrai que Cory, qui m'a beaucoup agacée aussi dans sa façon de se comporter avec le capitaine, avec Tessa, avec les rebelles, avec l'équipage, tout ça, tout ça. Et vraiment, j'ai eu un peu de mal avec Korik dans ce tome-là. Mais passé la moitié, il y a une frénésie de lecture qui s'est remise en place. J'avais trop envie de savoir la fin, j'avais trop envie de voir le dénouement, de découvrir les petits secrets parce qu'on a envie de savoir, enfin en tout cas j'avais envie d'avoir la confirmation de qui est Renard. On avait envie de savoir qui complote, c'est quoi le truc secret dans tel endroit. Et quand tout se révèle, et ben j'ai trouvé ça trop 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 bien. Franchement, génial. Et ce que je trouve dingue, c'est comment se termine le tome 2. Ça donne trop 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 envie de lire le tome 3. Ce qui est assez fou parce que franchement, comme je vous dis, comme pour le tome 1, je trouve que c'est léger en fait en termes d'intrigue. Non, pas en termes d'intrigue, mais en termes d'organisation, de royauté, de comment le roi va gérer ses consuls, va gérer son peuple, le respect ou non qui est engendré et qui est témoigné. Euh, voilà, il y a un truc qui ne convient pas, en tout cas qui ne me convient pas. Mais pour autant, j'ai quand même très envie de lire le tome 3 parce que c'était vraiment super chouette la fin de ce tome 2 du coup, que ce soit du point de vue de Korik, de Tessa, du roi, vraiment trop bien, trop trop bien. Tout le monde est un peu dans une situation très précaire et autant le tome 1 ça s'ouvrait sur un message presque d'espoir mais avec quand même beaucoup de taf. Là, on est sur clairement une situation critique pour vraiment tous les personnages. Donc, très envie de lire le tome 3. Je vous conseille quand même cette saga, mais c'est vrai que après avoir eu un immense coup de cœur pour la trilogie de un sort si noir et éternel, je suis déçue entre guillemets de cette saga-là. J'en attendais beaucoup plus de l'auteur. Alors certes, c'est sympathique. Certes, j'ai un engouement pour la fin de tous les tomes pour l'instant, mais pour autant, je trouve que c'est trop léger, que c'est pas assez travaillé et c'est pas à la hauteur de Un sort si noir et éternel. Je me ferai une joie de relire cette trilogie, alors que là, je pense qu'une fois que j'aurai terminé cette saga, voilà, ça restera un bon souvenir. Je pense que je ne la récupérerai même pas dans ma bibliothèque. Autant c'était très important pour moi d'avoir Un sort si noir et éternel dans ma bibliothèque et même de lire le tome 2 je crois et le tome 3 en papier parce que j'étais sûre de surkiffer. Là, juste sur ma liseuse, ça suffit et je les récupérerai pas en papier parce que voilà, juste une fois, c'est bon. Mais, mais, c'est quand même très sympathique donc on va dire que je vous le conseille moyennement. Ça se lit quand même très bien. Les personnages, une bonne partie des personnages sont quand même assez attachants. Donc voilà pour cette première lecture. J'ai enchaîné juste après avec le tome 4 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui aux éditions Casterman. Là j'étais clairement, en fait je vais pas vous mentir, je l'ai lu sur une journée pour une fois. Et je l'ai lu le jour où j'ai commencé à accoucher. Donc voilà, globalement, j'avais envie de le terminer avant d'accoucher. J'ai réussi 20 minutes avant de commencer à accoucher, pour être vraiment très précise, parce que je voulais pas l'emmener à la maternité et parce que là, ce tome-là, j'ai réussi vraiment à le lire d'une traite, quasiment d'une traite. Alors que d'habitude, il me faut quand même 2-3 jours parce que les mangas, c'est pas trop mon truc. Là, au niveau du résumé, on est sur une réécriture de Donjons et Dragons. On va suivre une équipe qui part dans un donjon pour essayer de sauver la sœur de Laios, donc de ce personnage-là.
Et il se trouve que le nain qu'ils vont rencontrer dans ce donjon est un fin cuisinier et qu'il va cuisiner les monstres qui sont présents dans le donjon. Et du coup, l'équipe qui manquait de finances pour acheter des vivres, bah du coup, va combattre des monstres et se nourrir de ces monstres-là. Et donc comme ça fait d'une pierre deux coups. C'est assez rigolo, c'est très gourmand. Franchement, c'est même paradoxal parce que le côté monstre à déguster, Marcille, elle est dégoûtée tout du long. Et pour autant, bah, c'est délicieux à chaque fois et ça donne vraiment très envie. Même moi, j'ai quand même très envie de goûter à chaque fois. Et ce que je reprochais dans le tome 3 qui m'avait pas trop convaincu, c'est on attendait le dénouement avec le dragon qui n'arrivait pas, qui n'arrivait pas. Je trouvais que c'était étiré, étiré, étiré. Et là, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est bon, on va y arriver au dragon. Et effectivement, c'est plus de la moitié du manga. Et bah, j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup, on a vraiment l'arc de leur quête principale de retrouver ce dragon pour sauver la sœur de Laios. Ça y est, c'est bon, c'est bouclé dans ce tome 4. Et j'étais vraiment très contente parce que voilà, c'était une lecture sympa qui s'est fait assez rapidement. Donc voilà, je vous conseille du coup quand même ce manga, moi qui n'en lis pas du tout. J'apprécie de m'en sortir un de temps en temps, c'est la petite lecture facile qui en plus donne envie de manger, donc voilà. Et je me ferai une joie de lire le tome 5 parce que du coup on va partir sur un nouvel arc avec du coup de nouveaux personnages et enfin avec des nouveaux personnages qui vont se rajouter aux personnages qu'on connaît déjà. Et ben voilà, ça me tente plutôt bien. Donc j'en rajouterai peut-être un dans une pile à lire, entre autres la pile à lire de l'été, parce que c'est bien, je trouve, d'en lire un tous les 2 mois à peu près, pour pas trop perdre l'histoire quand même. Et puis ça fait une lecture facile, hein, on va pas se mentir, c'est quand même très très vite lu, donc voilà. Du coup, qui dit manga le jour de mon accouchement, enfin du début de mon accouchement, dit forcément première lecture à la maternité qui s'est soldée par un échec. Je vous en ai parlé en vlog, mais j'avais décidé pour le Flowers Books Challenge de lire le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi que j'ai abandonné au chapitre 3, je crois. Donc je ne sais même pas à combien de pourcents de lecture je suis, mais je dois être à 5% grand maximum. Je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas fait du tout. C'était censé être un feel good et je ne me suis pas du tout retrouvée dans l'écriture. Je trouvais que c'était vraiment des dialogues, des personnages et une ambiance qui ne l'a pas du tout fait pour moi. Et j'en étais la première surprise parce que j'avais lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'était le premier roman de l'auteur que je lisais et j'avais eu un coup de cœur. Ça m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'en avais des petits lacs ici tellement je pleurais, pleurais, pleurais. Et là, je me suis même dit, c'est pas possible que ce soit la même auteure. Franchement, non, non, pas du tout. Donc je peux pas trop vous donner mon avis sur ce roman, puisque voilà, je l'ai abandonné à 3 chapitres, mais ça l'a pas fait pour moi. Donc est-ce que finalement Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, c'était l'exception de Virginie Grimaldi? Est-ce que celui-là, c'est juste qu'il est pas du tout fait pour moi? Peut-être que j'essaierai de relire un roman de l'auteur, on verra. Mais si jamais je retente l'expérience avec un autre roman, bah si ça le fait pas, et ben c'est que en fait c'est pas fait pour moi tout simplement et que le premier roman que j'ai lu d'elle c'était une exception. On verra bien, mais du coup voilà, je clôture cette petite parenthèse sur un abandon parce que bah, voilà, ça l'a juste pas fait pour moi donc voilà. On va switcher du coup avec la lecture que j'ai faite à la maternité du coup et enfin que j'ai faite comme si j'avais beaucoup lu. Non non parce que d'après mon application j'ai mis 19 jours à le lire. Ça n'en finissait pas et pourtant ça a été un immense coup de cœur. C'est le tome 1 des voleurs de fumée de Sally Green. J'avais décidé aussi pour le Flowers Books Challenge de le mettre en relique de ma palle. Et je me suis dit, je n'en attends rien, je ne sais pas de quoi ça parle. Du coup, comme je n'en attends rien, je sais que là, potentiellement, pendant les jours qui viennent, je vais pas pouvoir trop lire, je vais pas pouvoir entrer en frénésie de lecture. Donc, c'est plutôt une lecture qui serait cool, en fait, à ce moment-là. Et c'était très cool, c'était vraiment trop cool. Donc pour vous faire un résumé
D'ailleurs, je suis en train de me dire, je fais une parenthèse, mais je vous ai pas du tout fait de résumé pour le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, à tel point que ça m'a pas convaincue. Bref, parenthèse fermée. Pour les voleurs de fumée, on va avoir un royaume du coup de fantasy où on a un royaume qui a une plaine montagneuse. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on a vraiment des plateaux avec des montagnes qui est très désertique parce que c'est le territoire des démons. On va avoir le personnage de Tash qui a 12 ans à peu près, qui fait équipe avec Gravel et leur taf en fait, c'est de capturer les démons pour récupérer leur fumée et la revendre au marché noir puisque la fumée de démons est illégale mais elle est très prisée parce que elle donne un côté euphorisant, un côté très addictif, c'est de la drogue en fait tout simplement. Donc on a ce point de vue là, mais on a également 4 autres points de vue. Le point de vue de Catherine qui est une princesse d'un des royaumes qui est forcée entre guillemets, oui forcée, elle le fait quand même de son plein gré parce qu'elle a été élevée dans cette optique là, mais elle est quand même forcée d'épouser le prince du royaume où il y a les démons, voilà. On va suivre également le point de vue d'Ambroise qui est le garde du corps, enfin oui, qui fait partie de la garde de la princesse Catherine. Donc ça, c'est 2 points de vue qui sont déjà ensemble à la base. On suit aussi le point de vue de Marche qui est du coup le serviteur du roi d'un des royaumes qui est entré en guerre avec le roi qui est le père de Catherine, en sachant que les 2 rois sont frères. Donc vraiment, il y a un côté très familial, très plusieurs royaumes, mais avec des personnages de la même famille, bref. Et Marche, en fait, il est à Basque et ce peuple-là a été complètement décimé pendant cette guerre. Et le roi en question, Thelonius, je crois qu'il s'appelle, a décidé de prendre sous son aile Marche pour qu'il devienne son serviteur et pour le sauver, entre guillemets. Et enfin, on a le point de vue d'Edion qui est fils d'une marchande de meubles qui est très riche parce que ses affaires sont florissantes et il est totalement kleptomane, il ne peut pas s'empêcher de voler dès qu'il voit quelque chose qui attire son regard, pas forcément quelque chose dont il a besoin, puisque déjà il est quand même très aisé, donc il n'a pas forcément besoin de quelque chose et il a les moyens de se payer ce dont il a besoin. C'est vraiment impulsif, c'est vraiment une maladie, la kleptomanie, et voilà. Bon, j'adore tous les personnages, mais je crois que j'ai une petite préférence pour Edion parce que il est rigolo, il est vraiment trop rigolo. Bref, mais franchement, tous les points de vue sont incroyables. Autant, je vais pas vous cacher, au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que déjà on switchait de point de vue en point de vue et donc l'histoire mettait du temps à démarrer. Et puis en plus, bah voilà, j'étais à la maternité. Je vous cache pas que mon séjour, il a été quand même assez fatigant et assez douloureux. Donc j'étais pas à fond dans ma lecture. Mais dès que je suis rentrée à la maison, dès que ça a été beaucoup mieux au niveau de la santé pour moi, c'était incroyable. Vraiment, l'univers est fou. Les personnages sont incroyables, mais vraiment incroyables. Tous autant qu'ils sont. On adore les suivre, ce qui fait que l'alternance de point de vue, il n'est pas du tout dérangeant. Même quand on est dans des situations qui sont très précaires et où on a envie de savoir la suite sur un personnage, le fait de switcher, c'est pas grave parce qu'on a quand même très envie de savoir ce qui se passe pour le personnage qui arrive. Moi, ce que j'ai eu envie le plus au début, c'est la collision de tous les points de vue parce qu'on sait qu'ils vont tous se rencontrer à un moment donné. Et même si Catherine et Ambroise sont ensemble au début, à un moment donné, leurs chemins vont se séparer et après, bah, ils vont se retrouver. Et c'est très chouette de voir petit à petit les points de vue. On pourrait presque dire que dans ma tête, j'avais la carte et je voyais les petits points se diriger vers le même endroit et aboutir justement à cette fin qui est folle, folle, folle. J'ai trop envie de lire le tome 2 parce que la fin du tome 1 était incroyable. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que l'auteur, elle n'hésite pas à tuer des personnages. Alors, pas principaux à proprement parler, mais secondaires qui sont très proches des personnages principaux. Et donc, on va les suivre puisqu'ils gravitent autour de nos personnages principaux. On s'attache à eux et c'est surtout que quand ils se font tuer, nos personnages qui y sont attachés souffrent d'une force, vous n'imaginez même pas, et ben on souffre autant. Franchement, la dernière mort dans le tome 1,
ça m'a brisé le cœur, j'ai pleuré. Je pensais pas pleurer pour ce personnage-là, mais en fait, je m'y étais attachée parce que c'est quand même un personnage quand même assez mignon, enfin mignon, je sais pas si on pourrait dire ça, mais très attachant, et la détresse du personnage principal qui constate la mort dans un moment en plus terrible, franchement ça m'a brisé le cœur. Et en plus, il y a vraiment des situations qui sont horribles. Il y a des scènes de violence, de torture, d'exécution. C'est atroce, vraiment atroce. Moi, vous savez que ça ne me dérange pas, hein. Je suis quand même assez bon public là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, oula, faut quand même avoir l'estomac un peu bien accroché. Surtout quand ça touche des personnages auxquels on s'est attaché. Parce que je pense à un des personnages qui vit des choses horribles avant de se faire tuer. C'est vraiment horrible. Autant au début, on a une exécution, mais sur un personnage qu'on ne connaît pas, donc c'est horrible, mais on ne s'est pas attaché à ce personnage-là. Autant à la fin, mon Dieu, terrible, terrible, terrible. Mais du coup, ça en fait un immense coup de cœur parce que tout est fou. Les démons, les différents points de vue, les personnages secondaires aussi, parce que les principaux, comme je vous disais, ils sont fous, mais les secondaires aussi. Et trop, trop, trop envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu. Je savais que j'allais aimer, je pensais pas que j'allais autant aimer par contre. Et j'ai très très hâte de lire ce tome 2, de vous en reparler. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore lu la trilogie du coup des voleurs de fumée, je peux pas vous faire un topo sur la trilogie puisque je n'ai lu que le tome 1, mais déjà c'est tellement tellement prometteur et coup de cœur monumental pour moi. N'hésitez pas une seule seconde parce que c'est juste une pépite. Et du coup, cet update lecture est beaucoup trop long. En plus, ça commence à s'agiter un petit peu à côté de moi. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, je vais clôturer ici. En plus, là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est l'heure de manger. Donc, je vais aller manger avant que ça s'agite beaucoup trop. De toute façon, j'ai fini. Je vous ai présenté les 4 lectures dont je voulais vous parler. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!